Vingegaard. Pogacar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le débrief de la dernière étape du Tour de France. Ça y est, 3 semaines, les 3 semaines se sont, sont passées à une vitesse folle. On est déjà à la fin de ce Tour de France, mais aussi au début du Tour Femmes. Et forcément, pour parler de cyclisme féminin, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin est avec moi. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à tous. Bon, tu as apprécié ce sprint sur les champs, cette première étape à Clermont-Ferrand pour les femmes, c'était une belle journée de vélo. C'est une journée fatigante, hein. Là, va falloir bientôt se coucher pour enchaîner avec la deuxième étape du Tour Femmes demain. Hein. Ah, et t'imagines, tu t'es fait les 3 semaines et là, bam, une semaine bonus avec, à mon avis, une très belle course qui s'annonce. Ah, ça va être que du bonheur. C'est une semaine, même si c'est des heures sup, même pas payées, je prends. Ouais, et franchement, vu la première étape, ce qu'elles nous ont montré déjà dans cette première étape vers Clermont-Ferrand, autour de Clermont-Ferrand, franchement, ça laisse augurer quelque chose de très sympathique. Julien, on commence tout de suite, avec le top 3, on va faire un podium de cette journée. Alors, on va mêler les hommes et les femmes dans ce podium. Je te laisse commencer. Vas-y, Julien. Alors, au top 1, on va commencer par tout seigneur, tout honneur à ces dames, à la super victoire de Lotto Kopecky, qui est une semi-surprise avec son attaque dans la côte de Durtol. Durtol, exactement, oui. Attaque où elle était bien placée au pied de la bosse. On se demandait si elle préparait le terrain pour sa coéquipière Lorena Vibos. Et finalement, non, elle a mis son petit coup de pétard et fini. Hein. Ils l'ont revu juste après l'arrivée pour le podium. Elle a géré sa montée, la longue descente vers Clermont-Ferrand. Elle a géré ça tranquillement. Et derrière, ça s'est pas affolé plus outre mesure avec Vollering qui a bloqué aussi pas mal de relais. Donc c'était une belle victoire d'équipe déjà pour la SD Works qui a l'air déjà très en forme. Et mon top 2 du jour, on va forcément parler de là, par contre là, d'une surprise belge, encore les Belges, tu me diras. Jordi Meeus. Qui vient s'imposer au sprint sur les Champs-Élysées, qui bat Monsieur Philipsen, qui le prédit une 5e victoire sur le Tour. Donc ça, c'est avec un très beau sprint, un peu chahuté, mais un très beau sprint quand même. Avec, je ne peux pas passer à côté le zébulon de l'étape, Pogacar, qui a été intenable tout au long de l'étape. Et mon top 3 sera un point négatif. Sera la défaillance de Juliette Labou. On va en parler. Qui a perdu 1 minute 36 sur Lotto Kopecky, 45 minutes sur le peloton. 45 secondes 47 secondes sur le peloton. Sur le groupe des 45 minutes, ça fait beaucoup. Hein. Oui, 45 secondes. 45 minutes, j'espère que ce ne sera pas l'écart à la fin. Donc 45 secondes, après le tour est long, mais qu'elle n'arrive pas à suivre le groupe des favoris, c'est un peu inquiétant quand même. Exactement. Bon, mes 3 points vont être les mêmes un peu. Allez, je vais changer d'ordre. On s'est fait 3 semaines de Tour de France tous les soirs. Je vais mettre à l'honneur Jordi Meeus pour sa victoire sur les Champs-Élysées, victoire surprise, parce qu'on l'avait pas forcément vu pendant ce Tour de France. Je crois qu'il a même pas fait un podium, un top 3 de sprint massif depuis le départ du Tour. Et là, il vient battre Jasper Philipsen sur la ligne. Sprint intéressant à analyser, on en parlera. Le deuxième point, pour moi, c'est la victoire de Lotto Kopecky aujourd'hui, qui a été magistrale. Franchement, son attaque dans la côte de Durtol a été... elle a laissé tout le monde sur place, c'est impossible de la revoir après dans le final. Et forcément, le troisième point, la défaillance de Juliette Labous. On va commencer tout de suite. Allez, je vais prendre le lead avec la victoire de Jordi Meeus. Julien, on passera à l'étape femme juste après. Sur ce sprint sur les Champs-Élysées où en fait, il bat Jasper Philipsen au jeté de vélo. C'était un sprint où il y avait 4 gars au-dessus. Meeus, Philipsen, Groenewegen, Pedersen qui ont pris les 4 premières places dans cet ordre-là. Et puis après, Kesbold qui prend la 5e place. Mais Jordi Meeus, c'est un peu cette nouvelle génération du sprint aussi. Un peu plus jeune que Jasper Philipsen, il me semble. Ça doit se jouer à très peu, peut-être une question de mois à la rigueur, mais
Ouais, c'est ça, mais où s'il est de cœur. Ah bah alors tu vois, regarde, je te dis ça, en même temps je vais sur les fiches. Jasper Philipsen 2 mars, Jordi Meeus 1er juillet. Bon, c'est la même génération, mais en clair, Jordi Meeus, c'est vrai que l'éclosion, elle est un peu tardive pour lui, le sprinter de la Bora, et là c'est vraiment une énorme victoire pour lui sur les Champs-Élysées. Bah, victoire, révélation un peu tardive, faut dire qu'il il est aussi dans l'ombre le reste de l'année de Bennett. De Bennett et de Van Poppel, ouais. De Bennett, Van Poppel et de Bauhaus aussi qui monte aussi, donc c'est un peu la quatrième lame du couteau, on va dire, mais là il a prouvé que il fallait peut-être compter sur lui dans les sprints, avec le départ de Bennett qui serait annoncé de Bora, ça peut être une bonne carte de rechange. Ouais, et franchement sur ce sprint à Jordi Meeus, en fait il choisit la bonne trajectoire, j'ai l'impression. C'est surtout ça, parce que t'as Mathieu Van Der Poel qui fait encore un travail de dingue. Et en fait, au moment où Philipsen veut lancer, Groenewegen l'enferme. Et Philipsen doit partir le long des barrières sur la droite. Et j'ai l'impression qu'en fait, là où Jordi Meeus est dans une vitesse ascendante tout au long du sprint, Jasper Philipsen doit un petit peu stagner au niveau de la vitesse et perd un peu en watts pour ensuite aller redonner un coup d'accélérateur pour aller jeter son vélo sur la ligne. Et ça se joue à un boyau, le même écart à peu près qu'entre Mohoric et Asgreen cette semaine. Ah, c'est tout à fait ça. La victoire, je pense, échappe à Philipsen sur le fait qu'ils sont enfermés par Groenewegen, qui doit remettre un petit coup de gaz pour ressortir de là. Bon, après, ça se joue aussi au lancer de vélo. Après, ça se joue sur un rien, quoi. Ah ouais, Jordi Meeus, c'est vraiment une belle victoire pour lui. Je regarde un peu l'année qu'il a fait. Il fait une victoire au circuit de Wallonie au mois de mai. Quelques placettes sur le tour de Norvège. Il fait 2 3e place. Milan-Turin, il fait 7e. Il va faire top 10. Il va faire 3 top 10 de sprint à Tirreno Adriatico. Mais bon, voilà, c'est des 7e, 9e, 10e place. 8e à Kurk, Bruxelles-Kurn. C'est vraiment pas une grosse année de la part de Jordi Meeus, qui avait éclos, on va dire, il me semble, c'est fin 2021 qu'il éclot en même temps qu'Olaf Koy, il me semble, c'est ça, sur la fin d'année 2021, il fait des bons résultats après son Tour d'Espagne. Je regarde sur la fin de saison, il va faire des top 3 à Goijke Pils, le Grand Prix de Denain, le circuit franco-belge, il gagne Paris-Bourges, il fait une belle fin de saison, et c'est vrai qu'après il a eu du mal, 4e de Nokere-Curse en mars 2021. C'est vrai qu'après, il a eu un peu plus de mal, le jeune sprinter belge, Jordi allemand, belge, je ne me trompe pas, c'est l'équipe allemande de Borans Group, excuse-moi. Oui, mais voilà, il a eu un peu plus de mal. Là, cette saison 2023, ça va être une vraie bouffée d'air pour lui. Bah, il a fait un beau mois de juin, toute proportion gardée. Il fait 3 de la Bruxelles Classic et 2 de 8. Il arrive en forme au bon moment, en fait. Il est monté en bon moment, quoi. Ouais. Donc et sur ce Tour de France, c'est lui qui a dû remplacer Bennett, qui n'a pas été sélectionné. Ça se joue entre les deux de toute façon, la sélection. Et au final, pour la Bora, Paris gagnant, donc avec la victoire de Jordi Meeus sur les Champs-Élysées, après la victoire de Jasper Philipsen à la Reims, Jordi Meeus sur les sprints, il vient faire 7e de la 3e étape, donc c'est à Bayonne. Le lendemain à Nogaro, il fait 15. La 7e étape, ça doit être, il fait 6e, ça doit être à Bordeaux, il me semble. Et ensuite, il faut aller chercher une 11e place à Moulins et 7e place cette semaine, 18e étape, il fait une 7e place. Donc Jordi Meeus, mais c'est vrai que voilà, après il arrive au bon moment, c'est lorsque Kasper Asgreen gagne, il est derrière, le peloton arrive dans les roues arrière. En fait, Jordi Meeus, à ce moment-là, il vient prendre la 4e place du peloton et tu sentais que il termine bien ce tour, et donc ça va être intéressant pour Jordi Meeus. Allez, on a parlé de ce sprint sur les Champs-Élysées. Rappelez très vite fait, allez, je vais vous faire le classement maintenant de ce sprint sur les Champs-Élysées. On va passer aux femmes après. La victoire de Jordi Meeus devant Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen, Mats Pedersen, Kesbol 5, Girmay 6, Kokar 7, premier français, Warren Schuld 8. Je crois que c'est Warren Schuld à un moment donné qui est contre les barrières. Il va falloir qu'il apprenne à se placer dans un sprint parce qu'il est quelquefois dangereux. On l'avait vu à Nogaro, notamment la bête à rouler norvégienne, la jeune bête à rouler norvégienne. Corbin Strong 9 et Luka Mozzato qui vient encore prendre un top 10. Peter Sagan, dernier sprint sur le Tour de France, qui termine 11e. Louvel 16, Kelmegen 18. Voilà pour les autres Français
dans le top 20. On fera un grand débrief de Tour de France avec François-Pierre Noël qui sera avec moi dans la semaine, un grand débrief en début de semaine. Vous inquiétez pas, vous aurez ce qu'il faut, vous aurez du steak. En attendant, eh bien, on va passer sur les femmes, on va passer aux femmes avec cette première étape, donc au Tour de Clermont-Ferrand aujourd'hui. Magnifique victoire de Lotte Kopecky en solitaire qui s'est échappé donc aller dans les 10-15 derniers kilomètres dans la côte de Durtol pour s'imposer en solitaire. L'avance au final 41 secondes sur le peloton réglé par Lorena Wiebes, doublé SD Works, juste sur la prestation de Lotte Kopecky. Bon, magistral. Elle va pas jouer le général, mais allez, si on fait un classement aujourd'hui des coureuses du peloton, on la mettrait largement dans le top 3. Ah, mais elle était magistrale, elle a fait un peu ce qu'elle a fait dans les Flandriennes, elle sort toujours au bon moment. Quand elle sort au Hedvolk, dans le mur de Gramont, un peu comme à Nokere, où elle sort dans le Nokereberg dans l'avant-dernier tour. Non, elle est bien placée, elle arrive à bien se placer et attaquer avec des attaques tranchantes. De toute façon, c'était une bosse de Flandrienne, on en avait un peu parlé dans la présentation du tour, que c'était le type de bosse flandrienne. Et surtout, avec de la puissance, elle y met vraiment de la puissance dans cette bosse. Ah, mais elle creuse très vite, quoi. Et derrière, c'est un peu la suite. J'ai l'impression qu'ils ont surtout été surpris par son attaque. Mais ils s'attendaient peut-être pas à ce que ça soit Kopecky qui attaque. C'était peut-être plus sur le Vollering, par exemple. Ils s'attendaient certainement plus à une attaque de Vollering, voire peut-être de Reusser, mais moindre mesure. Ils s'attendaient plus certainement à une Vollering à attaquer qu'une Kopecky. Je suis en train de compter le nombre de victoires de Kopecky cette saison. Elle en est à 10 victoires cette saison. 10 victoires cette saison sur les classiques, sur le printemps de classique. Elle gagne le Omloop, elle fait deuxième d'Estrade, elle gagne Nokere-Kerse, elle gagne le Tour des Flandres, elle fait septième de Paris-Roubaix, mais on connaît le scénario de Paris-Roubaix. En fait, elle remporte un peu le sprint du peloton sur Paris-Roubaix. Deuxième de l'Amstel, derrière sur le Thuringen Tour, elle remporte le général avec 2 victoires d'étape, dont une victoire sur le contre-la-montre par équipe. Et puis elle est championne de Belgique sur route en contre-la-montre. Et au mois de juin, fin juin et début juillet, elle fait pas le Tour d'Italie, mais elle va faire des classiques, elle va faire des courses juniors, des kermesses de juniors belges pour se préparer avec les garçons, les juniors belges. Et au final, ça lui a permis de travailler l'intensité aussi, quoi. Ah, c'est clair. Et puis, faut pas oublier qu'au printemps, avant le printemps, fin d'hiver, début du printemps, elle est aussi championne d'Europe d'élimination sur piste. Donc c'est qu'elle est, elle est là depuis le début de saison. Et le Madison élimination. Élimination, ok. Ouais. Elle gagne la Coupe du Monde de Madison au Canada et oui, voilà. Elle gagne l'élimination au championnat d'Europe. Oui, c'est sur une Coupe du Monde, voilà, parce que je suis en même temps sur la fiche de Lotte Kopecky. On est au mois de février et elle remporte donc le titre de l'élimination, le titre européen de l'élimination. Et après au Madison, elle fait 4e des championnats d'Europe et elle remporte une manche de Coupe du Monde du Madison justement. Et derrière, elle fait 4e de l'Omnium. Là, c'était au mois d'avril. Très rapidement, parler que derrière, c'est WSD Works, Lorena Wiebes qui a passé la bosse, qui était là dans un deuxième groupe, il me semble, parce que dans un premier groupe derrière Kopecky, tu avais toutes les favorites du général, elles étaient à peu près une dizaine, 10, 15, 10, 12, on va dire, sauf Juliette Labous, on va en parler juste après. Elles étaient toutes là, pas de surprise. Et puis ensuite, t'as un deuxième groupe qui est revenu, et moi j'étais très surpris de voir Lorena Wiebes qui était là. Et sincèrement, je m'attendais pas du tout. Elle était là avec Marianne Vos, elles sont rentrées, et puis derrière, forcément, les SD Works sont contrôlés. Quelques tentatives dans le final de sortir en solitaire, mais au final, Lorena Wiebes, sur ce sprint en faux plat montant à Clermont-Ferrand, elle a été surpuissante. Marianne Vos a rien pu faire, et c'est Charlotte Cole qui vient même s'intercaler entre Wiebes et Marianne Vos. Là, sincèrement, Lorena Wiebes, on en a parlé. Toi, tu t'attendais à ce qu'elle passe la bosse. Moi, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus en difficulté. Et au final, non, elle est rentrée. Et voilà, c'était encore du grand Lorena Wiebes, quoi. À partir du moment où elle rentre, de toute façon, c'est bingo, quoi. Il y a 9 chances sur 10 qu'elle gagne le sprint du peloton.
D'autant que Cole avait pas son train. C'est peut-être ça qui va manquer à Cole pour pas faire de l'étape. Et on en parlera parce que chez DSM, pour Charlotte Cole, c'est un peu la bérésina chez DSM dans ce début de Tour de France. On va voir ça très rapidement. Le classement de l'étape, on le fera juste après. Juste dire qu'en fait, derrière Vebes, Cole et Vos, 2, 3, 4e place, t'as un trou de 2 secondes quand même, tellement qu'elle était surpuissante, Lorena Vebes. Il y a un trou de 2 secondes avec derrière, c'est Ashley Moolman, Passio, de la G Insurance Soudal Quick Step Team, qui termine donc à 5e place, à 43 secondes de l'Auto Kopecky. Dans sa roue, il y a Demi Vollering notamment. C'est du truc Ludwig 8. Voilà. Bon, je vais faire le classement de l'étape très rapidement avec Tamara Dronova de l'Israël Première Tech 7e et donc Mavi Garcia, Elisa Longo-Borghini 9-10 pour compléter donc ce top 10. Dans ce top 10 et dans le peloton qui termine à 43 secondes, elles étaient 21 dans ce peloton puisque Marlene Reusser termine 22e juste derrière Evita Music. Eh bien, il n'y avait pas Juliette Labousse, ce qu'on estimait être notre meilleure chance de podium sur ce Tour de France. Labousse, elle termine 38e à 1,26 dans la roue de Cédrine Kerbaol. C'est l'énorme déception de la journée quand même. C'est le premier gros coup de massue de perdre autant de temps tout de suite sur les leaders. Bon, c'est pas il y a 43 secondes. Mais 43 secondes, c'est qu'une course d'une semaine. Autant chez les hommes, on peut dire 43 secondes sur une première étape de Tour. Il y a 3 semaines dernières, ça peut se rattraper. Qu'une semaine, ça peut être dur. Ça peut être dur parce que dans les 21, il y a du niveau quand même. Après, d'après le communiqué de la DSM, elle pouvait juste pas suivre le groupe des favorites. Ouais, c'est ça. J'allais te demander si tu avais une explication. C'est vraiment les jambes qui ont parlé aujourd'hui ou plutôt qui n'ont pas parlé? C'est les jambes qui ont pas parlé. Alors, est-ce que ça va relancer un débat qu'on avait eu après le Giro, savoir si son pic de forme était trop tôt ou non? À voir. Ce sera à voir. Hein. Ouais. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en haut de la côte, rappelle-moi, j'avais le nom tout à l'heure, je l'ai plus. Durtol, voilà, c'est ça exactement. J'ai intercalé, j'ai interverti plutôt les syllabes. En haut de la côte de Durtol, c'est Charlotte Cole qui passe avant Juliette Labousse. Charlotte Cole qu'on n'attend pas là. À Charlotte Cole, on l'attendait. Oui, on l'attendait plus à la place d'une Juliette Labousse, intervertir les places. Exactement. C'est contre-performance. Après Cole a aussi la chance d'avoir été dans le groupe avec Vibus et Vos qui ont fait le... Est-ce qu'elle a été gênée par la chute? Non, parce qu'il y a une chute avant la côte de Durtol. Est-ce qu'elle a été gênée, ralentie? Elle était mieux placée. Elle était même mieux placée. Elle était là où Van Vleuten a été un petit peu coincé, si on parle de la même chute. Exactement, ouais. Non, écoute, c'est les jambes qui ont parlé, Julien, et puis voilà. Malheureusement pour Juliette Labousse, bon, allez, il y aura encore l'ascension du Tourmalet et le contre-la-montre à Pau dimanche prochain. En attendant, voilà, c'est notre déception de la journée, et c'est vrai que bon, c'est elle qu'on estime être la plus grande chance de podium à Pau dimanche prochain pour les Françaises. Bon, Evita Music est la seule Française parmi les favorites à terminer dans ce groupe. Allez, pour la FDJ Suez, il y a Cécile Dutrup, 8e, Evita Music 21e dans ce groupe à 43 secondes, et Marta Cavalli qui fait 23e juste derrière Evita Music mais qui a pris une petite cassure, qui termine à 50 secondes. Audrey Cordon-Rago 28e qui termine à 1,06. Voilà un peu pour le point classement sur cette première étape du Tour de France Femmes. Le début d'une semaine de course. Vraiment, c'était une belle étape. Julien, le point sur les classements, je te le fais rapidement. Kopecky, forcément, maillot jaune, qui a 45 secondes d'avance sur Lorena Vebes et 47 secondes sur Charlotte Cole. Très rapidement, elle peut garder le maillot jaune jusqu'à quand, à ton avis? Ce sera alors la grande question, comment elle va se comporter demain sur l'étape de Mauriac, dont le final est assez compliqué. Si elle passe Mauriac, qu'elle passe Rodez, elle peut attaquer le Tourmalet avec le maillot jaune. Avec l'équipe qu'elle a, si ça contrôle bien, elle peut aller. Et les jambes qu'elle a. Comment? Et les jambes qu'elle a. Les jambes qu'elle a aussi. Oui, forcément, pour moi, Lotte Kopecky, elle est maillot jaune au départ de l'étape du Tourmalet samedi prochain. Et on n'en avait pas parlé dans nos favoris au maillot vert, mais pourquoi pas aussi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le maillot vert, il est pour le Lotte Kopecky, 50 points. Elle compte 14 points d'avance sur Ashley Moolman-Passio. Il y a eu un
petit sprint intermédiaire qui n'a pas été disputé. Je pense que les filles voulaient se réserver un peu pour la côte de Durtol qui est l'arrivée juste après. Marianne Vos qui a 19 points de Kopecky. Lorena Wiebes, 4e de ce classement à 20 points de Kopecky. Lizzie Deignan à 25 points de Kopecky. À la 5e place, le premier maillot de la montagne, maillot à poids, pour l'Auto Kopecky, puisqu'il y avait des points à distribuer en haut de la côte de Durtol. Le maillot à poids sera porté demain par Kazine Eviadoma, qui est passé à la 2e place en haut de Durtol. Le maillot vert sera porté par Hachem Ullman Passio et le maillot blanc par Cédrine Carbaol. Eh ben oui, la meilleure jeune du jour. 34 secondes d'avance sur la coureuse de la Live Racing Silke Smulders et 46 secondes sur Ella Willy de Live Plus Waouh. Il y a déjà des écarts et tu dis que Cédrine Carbaol, elle est peut-être bien partie pour aller nous pondre le maillot blanc à Pau. En tout cas pour aller chercher le maillot blanc à Pau. Surtout avec le contre-la-montre finale. Championne de France. Puis c'est ce que je te disais aussi dans la présentation. Elle a migré de Bretagne vers les Pyrénées. Donc c'est pas des zones qui lui sont inconnues. Donc à surveiller aussi dans les montagnes. Bon, peut-être pas au point d'aller chatouiller Van Vleuten, mais elle peut chercher le top 15 dans les étapes de montagne. Ça peut être très intéressant à voir Cédrine Carbaol qui arrive en forme. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour ce débrief de la dernière étape du Tour de France Hommes, première étape du Tour de France Femmes. On se retrouvera un peu plus tard dans la semaine. On fera des petits points réguliers sur ce Tour de France. En tout cas, vous aurez un petit débrief rapide, très rapide tous les soirs, les résultats, les classements sur Vélo Podcast. Et donc demain, on arrive dans le Cantal vers Aurillac. Ça va être assez sympa à regarder cette semaine. Allez-y, franchement vous allez vous régaler en regardant le Tour de France Femmes cette semaine. C'est Vélo Podcast qui vous le dit, Actu Cyclisme Féminin aussi. Ça va être 100% régalade, Julien. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci beaucoup. Merci à tous de nous écouter. Et on se retrouve dans Vélo Podcast dans quelques jours pour le grand débrief du Tour de France Homme avec la victoire donc de Jonas Vingegaard. On va en parler, en tout cas, on en a parlé pendant les 3 semaines. On va en parler avec François Pierre. Début de semaine, grand débrief. Vous aurez ce qu'il faut. Ciao, bonne soirée.